Je convainc, moi, ce matin, on parle de la politique environnementale mondiale ou la politique climatique au plan mondial. L'accord de Paris sur le climat a bouclé 5 ans le 12 décembre dernier. Cet accord obtenu suite à de longues négociations en 2015 sous le leadership de la France devait permettre de limiter, bien sûr, la température à 1,5 ou plus à 2 degrés Celsius. Les différents États ou parties signataires de cet accord qui font partie également de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ont donc ont eu à faire des promesses et des engagements, et bien sûr pour la réduction des gaz à effet de serre et à intensifier chacun à son niveau la politique au plan local, au plan interne en matière de réduction des gaz à effet de serre, mais également de lutte en général contre le réchauffement climatique. 5 ans après, quel bilan peut-on faire? Quel a été le comportement et bien sûr des grandes puissances dont dépend généralement et bien sûr la politique à mettre en œuvre? Qu'est-ce qu'on peut dire et bien sûr du respect des contributions de chaque pays à ce propos? Quel a été également le comportement du faible groupe que représentait et bien sûr l'Afrique et les pays des Caraïbes, très exposés au réchauffement climatique? Quelle a été également la contribution du Bénin depuis 5 ans? Nous en parlons avec Maoussé Ountondji. Il est le directeur exécutif de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement, une ONG qui est bien sûr excelle beaucoup, surtout dans la lutte contre le réchauffement climatique. Monsieur Maoussé, bonjour. Bonjour Corneille, heureux d'être avec vous ce matin. Merci, c'est un plaisir partagé. Je rappelle que vous avez préparé à plusieurs reprises, bien sûr, au COP, la conférence sur donc, le climat. Vous étiez à Paris également, quand donc cet accord se signe. Alors, Monsieur Maoussé, encore une fois, bienvenue sur le plateau de Matin d'Éden. Rappelez-nous brièvement, c'est quoi l'accord de Paris et qu'est-ce qui est contenu dans cet accord? Alors, déjà, il faut dire que la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui a commencé avec la conférence de Rio en 92, a permis de mettre sur les fonds baptismaux la réflexion internationale sur les problèmes de climat que nous avons aujourd'hui. À partir de 1992, donc, les États ont commencé par mener une réflexion qui a abouti en 1997 avec effectivement ce que nous appelons aujourd'hui le protocole de Kyoto, qui devait en réalité mener un certain nombre de réformes, qui devait cadrer un tout petit peu. Comme je dis souvent, le protocole de Kyoto, c'est la constitution du climat à une époque donnée. Alors, quand on a pris ce protocole, il fallait que tous les États, n'est-ce pas, puissent signer ce protocole. Mais malheureusement, puisqu'il y avait des mécanismes géopolitiques en jeu, ce protocole de Kyoto a commencé à prendre effet au niveau international quelques années avant la date où il fallait la clôturer et réfléchir au post-Kyoto. Donc, c'est-à-dire 2012. Et donc, à partir de 2012, normalement, il n'y avait plus de constitution, si vous voulez, pour les réflexions, les limitations de gaz à effet de serre, les limitations des niveaux de pollution. À partir de cet instant, dès 2009 et à partir de 2007, à Bali, à partir de 2007, eh bien, la communauté internationale a commencé à lancer les négociations pour arriver à un accord avant la fin du protocole de Kyoto en 2012. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir, n'est-ce pas, d'accord en 2012. On a mis en place un processus juridique qui nous a menés jusqu'en 2015 pour aboutir à l'accord de Paris. Le protocole de Kyoto n'avait pas mis tout le monde autour de la table. On s'est dit, voilà une masse critique de pays, nous avançons pour la protection de la planète, viendront après ceux qui vont ratifier le protocole de Kyoto pour accompagner le processus. Mais nous avons vu certains pays qui ont beaucoup traîné, et même des pays qui n'ont jamais été
n'ont jamais ratifié même le protocole de Kyoto. Alors que pour l'accord de Paris, pour pouvoir répondre à la deuxième partie de votre question, l'accord de Paris a mis plusieurs États autour de la table, dès le départ. C'est pour ça que certains critiques en 2015 disaient que bon, ce n'était pas un accord suffisamment ambitieux, mais l'objectif était d'avoir tout le monde autour de la table. Et l'accord de Paris a cette spécificité qu'avait pas le protocole de Kyoto. Alors sur ce plateau, et comme je l'ai fait sur les plateaux télé, j'essaye de ne pas être très technique, parce que c'est des thématiques qui sont très techniques, avec des chiffres, avec des dates, mais j'essaye d'être schématique pour permettre aux citoyens lambda de comprendre. Parce que ça fait quand même 10 ans maintenant que nous passons sur les plateaux de télé, que nous parlons de ces sujets, et les personnes nous disent, mais qu'est-ce que ça nous rapporte? Donc c'est pour ça, généralement, désormais, j'essaye d'être très schématique, n'est-ce pas? Mais d'aller sur ce que ces différents rounds de négociations apportent au quotidien, de celui qui est quelque part cultivateur, qui ne comprend pas pourquoi, comment, protocole de Kyoto, mais qui quand même bénéficie, un tant soit peu, des retombées de cette décision au niveau international. D'accord. Alors, l'accord de Paris dit quoi concrètement? Alors, l'accord de Paris dit beaucoup de choses. Par exemple, en tout cas, le point phare qui nous intéressait pour nous, pays africains, c'est d'abord les mécanismes de financement de l'adaptation au changement climatique. Ensuite, c'est l'objectif de réduction du réchauffement de la planète, limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés, voire 1,5. Ça, c'est déjà quelque chose de très ambitieux, parce que je me rappelle qu'en 2011, quand la société civile disait qu'il fallait donc aller vers cette ambition-là d'1,5, tous les politiques, tous les scientifiques nous disaient que c'était impossible. Revoir cette phrase mise dans l'accord de Paris, c'est quand même quelque chose de très intéressant. L'accord de Paris montre que tous les États, à tous les niveaux, ont une responsabilité, je dirais, partagée. Alors qu'avec le protocole de Kyoto, il y avait cette responsabilité différenciée, où il y avait les pollueurs historiques qu'on pensait que c'était eux qui devaient faire plus d'efforts. Avec l'état d'esprit de l'accord de Paris, aujourd'hui, les gros pollueurs sont mis quasiment aux mêmes enseignes que les petits, voire les futurs pollueurs. Parce qu'un petit pollueur d'aujourd'hui, qui a l'ambition de se développer demain, doit aussi pouvoir polluer quelque part. Donc aujourd'hui, puisque la planète, puisque l'atmosphère n'est pas circonscrite autour d'un État en lui-même, la petite pollution qui s'augmente dans un pays comme le Bénin aura d'impact forcément sur l'atmosphère mondiale. Maintenant, c'est vrai, un pays qui a un système développé, basé sur du fossile, basé sur de la pollution, contribue plus, bien entendu, et doit mettre plus de réformes qu'un pays qui n'est pas encore pollueur. Mais tout le monde est mis quand même sur une même table de négociation et chacun peut donc discuter. Ça, c'était les avantages de l'accord de Paris en 2015. Alors, de 2015 à 2020, ça fait donc 5 ans. Alors, en termes d'engagement, en termes de contribution, selon ce que les analystes et experts au plan international disent, c'est que pour le moment, les objectifs n'ont pas été pour autant atteints. Qu'est-ce que s'est-il réellement passé? Alors, il y a 2 choses qu'il faut dire. Le bilan, il est mitigé aujourd'hui. Vous avez 2 écoles. Vous avez ceux qui pensent que le bilan de l'accord de Paris n'est pas aussi mauvais que c'est le cas. C'est par exemple la position de l'ancien président de la COP 21, le ministre Fabius, qui est aujourd'hui au Conseil constitutionnel en France, bon, qui a expliqué que oui, les ambitions qu'on attendait ne sont pas atteintes, mais s'il n'y avait pas eu l'accord de Paris, on serait sur une trajectoire d'une augmentation de la température à la surface de la Terre de 6 degrés. Aujourd'hui, selon l'accord de Paris et grâce à l'accord de Paris, on a quand même limité le réchauffement autour de 3 à 4 degrés, ce qui est extraordinairement élevé.
Mais il y a cette école de scientifiques qui pensent que l'accord de Paris a contribué au moins à limiter la casse. Vous avez aussi une autre école, et c'est là où se situe la société civile, qui reste extrêmement déçue. Pourquoi? D'abord au niveau des financements, ensuite au niveau des politiques, et ensuite au niveau des actions. Au niveau des financements, les pays généralement victimes des effets pervers des changements climatiques attendaient énormément au niveau du financement de l'adaptation au changement climatique. Aujourd'hui, beaucoup de pays ont eu des problèmes à respecter leurs promesses de financement. La raison est toute simple. Pour beaucoup de cas, c'était des pays qui avant ne connaissaient pas de catastrophes naturelles. Mais comme vous voyez l'actualité, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Union européenne, sur ces 5 dernières années, ont chacun eu leur lot de catastrophes naturelles auxquelles ils ont dû eux-mêmes faire face. Donc, il y a eu la conjoncture économique, vous avez eu la crise économique, vous avez eu la montée d'une forme de nationalisme dans tous ces pays qui fait que ça a ralenti la quête de l'écologie. Parce que ces nationalistes, généralement, veulent réouvrir, ils sont nostalgiques de l'époque des industries dans lesquelles il y avait le plein emploi, etc. Donc, du coup, la montée de ce nationalisme dans ces différents pays a redessiné la carte politique, a refait la géopolitique mondiale, qui fait que les questions écologiques ne sont plus devenues forcément tout en étant la priorité dans les paroles, n'est pas devenue la priorité dans les actes. Au niveau des politiques, on a assisté à une grosse incohérence au niveau des États, où le discours, c'est oui, soutenir l'accord de Paris, aller vers les contributions déterminées, faire les efforts, etc. Mais au même moment, le lobby de l'énergie, le lobby de l'industrie, etc., a amené certains États à prendre des décisions qui, pour nous, paraissent un tout petit peu incohérentes avec la réduction. Je vais vous donner un exemple. Un État qui dit, bon, je veux aller dans le sens de l'accord de Paris, je veux apporter, je veux, mais qui en même temps participe à la construction ou prévoit des projets de centrales nucléaires, par exemple. Ok, nous comprenons l'impératif de développement, de l'accès à l'énergie, mais nous ne comprenons pas pourquoi le choix de cette technologie quand on est un pays, par exemple, qui doit importer le charbon, qui doit importer la technologie pour pouvoir aller vers des centrales à charbon. Un pays qui dit « je porte l'accord de Paris, je soutiens l'accord de Paris », mais qui a des difficultés à fermer ces centrales nucléaires qui sont assez polluantes. Donc, il y a une dichotomie entre les actions, entre les paroles et les politiques qui sont mises en œuvre. Et enfin, ce sont les actions menées par les gouvernants, où vous avez un certain nombre de militants écologiques qui sont encore, je ne dirais pas torturés, mais un peu persécutés dans certains pays, où vous avez des actions de développement qui prennent le pas, n'est-ce pas, sur les actions de protection de l'environnement ou des actions de séquestration de carbone, etc. Par exemple, on peut décider de déblayer des forêts pour mettre des projets de gazéoducs, des choses comme ça. Donc, autant d'éléments qui, en 5 ans, n'ont pas véritablement permis d'aller dans le sens de l'esprit de l'accord de Paris. Maintenant, il faut reconnaître que cet accord de Paris a permis, en tout cas aujourd'hui, de mettre cette thématique pleinement sur la table de l'agenda international. Aujourd'hui, vous savez, il y a des hommes politiques qui ont été faits et qui ont été défaits en fonction de leur situation, qu'ils soient climato-sensibles ou climato-sceptiques. On en a vu en Hongrie, aux États-Unis et même en France. Le président Macron, aujourd'hui, a apporté beaucoup d'espoir dans le monde écologique. Il est l'un des premiers chefs d'État français qui a réussi à avoir un ministre de la transition écologique qui a été un activiste sous une autre vie, qui a fini par démissionner parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, il y a une petite dichotomie entre les actions et la volonté. Mais c'est justement, est-ce qu'il n'y a pas une certaine hypocrisie dans l'attitude de ces grandes puissances?
On voit le camp de la France qui s'est révélé vraiment leader ces dernières années en matière de lutte contre le réchauffement climatique, mais qui développe des actions qui sont carrément contraires. Vous avez cité, on peut citer également le cas des États-Unis aussi, où à un moment donné, quand Trump est arrivé au pouvoir, a remis en cause tout ce qui a été fait par Obama. Est-ce que finalement, il n'y a pas également une certaine hypocrisie de la part de ces grandes puissances? Est-ce qu'en réalité, ces grandes puissances sont réellement prêtes à s'investir comme il faut, si on veut changer les paradigmes? Alors, je ne vais pas répondre directement à votre question en étant affirmatif, qu'il soit hypocrite ou non. Mais il faut se mettre aussi dans la peau de ces dirigeants. Je ne sais pas, quand vous visitez un pays comme les États-Unis, où socio-culturellement, les gens sont fans des grosses voitures, très boulimiques en consommation d'essence. Ils ont une façon de prendre les choses. Lorsque vous êtes dirigeant d'un tel pays, n'oublions pas que la position du président Obama à une époque donnée sur le plan intérieur, ses positions de protection de la planète, etc., a eu comme effet de le rendre impopulaire auprès d'une certaine frange de la population. N'oublions pas que dans un contexte américain, lorsqu'on parle de fermer, par exemple, les réserves de pétrole américaines et de préférer en ouvrir d'autres à l'extérieur pour pouvoir importer dans une optique de réduire les émissions des États-Unis au niveau national, pour quelqu'un qui parle du plein emploi, parlons terre à terre, pourquoi je m'en vais loin exploiter quelque chose que j'ai sur mon territoire, alors qu'en le créant sur mon territoire, je vais créer des emplois, j'aurai un développement économique. Après, c'est une question de se mettre à la place des hommes politiques et de ce qui est leur priorité. Maintenant, dans certains pays, vous prenez les pays scandinaves, où de façon intrinsèque, les personnes sont très au fait des questions écologiques, où même un ministre de la République va au travail en transport en commun, à vélo, et ça ne pose aucun problème. C'est le contraire plutôt qui choquerait. Vous allez voir naturellement ces pays de l'Union européenne, par exemple, qui sont à la tête de ce peloton-là. Donc, il y a aussi l'émanation même des peuples. Comme disait un célèbre penseur, chaque peuple mérite les dirigeants qu'ils ont. À partir de cet instant, dans le domaine écologique et dans le domaine de l'environnement, c'est tout à fait vrai. Les pays où les populations elles-mêmes sont très au fait des questions écologiques ont fait des progrès. Ceux où la population en aval traîne des pieds, ils ont aussi traîné des pieds. Maintenant, pourquoi, contribuable américain, je vais supporter la transition énergétique au niveau international, alors que je ne peux plus me payer des vacances, parce que je ne peux plus trouver du travail dans tel secteur? Vous avez un problème d'individualisme au niveau mondial, qui fait que chacun tire le drap de son côté. Ça peut induire l'hypocrisie dont vous parlez, parce que lorsque je veux être élu ou réélu, je tiens compte de ma base, je tiens compte des lobbies qui vont avec. Donc, la réalité, c'est qu'effectivement, il y a un problème de priorité au niveau des différents États. Nous parlons des pays développés, mais on peut aussi parler des pays en développement qui sont face à cette même réalité. Est-ce qu'il faut aller vers la transition énergétique? Est-ce qu'il faut aller vers un mix énergétique? Quelles sont les transformations qu'il faut mener au niveau de nos pays pour que nous nous développions, mais en étant sobres en carbone et résilients? Ça, c'est les réalités aussi qui se posent aux pays en développement. Et à la veille de la célébration des 5 ans de l'accord de Paris, au niveau de l'Union européenne, les pays se sont encore engagés à réduire d'ici à 2030 encore les émissions de gaz à effet de serre et ont annoncé des objectifs de réduction au-delà de 55%. Une nouvelle annonce qui intervient à la veille de l'accord de Paris, alors selon vous et selon donc certains analystes au plan international, c'est que l'accord de Paris, déjà, on n'arrive pas à respecter les engagements pris. Mais pourtant, on en prend encore d'autres. Alors, il faut dire que ce n'est pas des engagements nouveaux qui ont été pris. On a constaté le retard, ils ont recadré en chiffres et ils se sont fixés un certain nombre d'engagements pour rattraper le retard. Mais l'objectif final, 2050,
2100 reste le même. Mais donc, quand on prend 2050, nous sommes en 2020, il reste à peu près 30 ans. On veut d'abord atteindre les 10 prochaines années, 2030, essayer de rattraper le retard. Tous les pays aujourd'hui doivent aller vers la relecture de leur contribution. Il y a un élément factuel qui est très important à souligner. L'accord de Paris a été, en tout cas pour la société civile, un véritable tour de passe-passe diplomatique. Pour pouvoir avoir cet accord, qu'est-ce que la diplomatie française a fait? Ok, on n'arrivait pas à avoir un accord par le sommet. C'est-à-dire, on se retrouve lors des conférences, on discute, on négocie pendant 12 mois. Toujours via le sommet, on n'a pas pu avoir un accord. Très bien, on est passé maintenant par la base. On dit, chaque pays, à partir d'un processus de consultation de vos parties prenantes, etc., dites-nous quel effort vous êtes prêts à consentir pour que, en 2030, en 2050, en 2100, on ait maintenu le réchauffement climatique, les gaz à émission de serre, etc., à un régime normal chiffré. Et là, tous les pays ont fait cette comptabilité nationale, dont notre pays, le Bénin aussi. La somme de ces efforts, contributions, comme on les a appelés, pays par pays, a permis donc de dire, OK, globalement, nous nous mettons d'accord pour aller vers tel objectif. Et c'est comme ça qu'on a obtenu l'accord de Paris. Si on n'avait pas utilisé ce tour diplomatique-là, on n'aurait jamais eu cet accord de Paris. Parce que chacun allait camper sur ses positions. Mais l'accord de Paris dit, c'est des contributions prévues, déterminées. Je m'engage, dans la mesure du possible, à le faire. Derrière, on n'était pas d'accord, société civile, mais on a fait avec. Derrière, ce n'est pas contraignant, c'est-à-dire aucun pays ne va se voir pénalisé parce qu'il n'a pas atteint les objectifs qui s'est fixés. Certains trouvent que c'est aussi là la faiblesse de l'accord de Paris. C'est-à-dire, je suis volontaire, mais si je ne réponds pas à mes engagements, je n'ai aucune pénalité à supporter. À part, effectivement, l'extrême pénalité, celle de voir le climat se dégrader et de nous frapper tous. Donc, l'accord de Paris était basé sur ça. Chacun dit ce qu'il peut faire et on va suivre. Aujourd'hui, 5 ans, alors au moment de l'accord de Paris, il ne faut pas oublier aussi cet aspect, quand on a fait le point, on n'était pas sur une trajectoire des 2 degrés, voire des 1,5. On était quand même sur une trajectoire de 3 degrés, voire 4 degrés. Au moment de l'accord de Paris, en tenant compte des contributions que chacun a promis. Donc en réalité, on devait réviser à la hausse. Donc, l'accord de Paris demandait à chaque pays de retourner chez lui, de revoir sa copie pour revoir les contributions à la hausse. Mais puisque les précédentes contributions qu'on a fait pour l'accord de Paris, n'oublions pas, c'était un contexte diplomatique, on est allé dans l'urgence dans beaucoup de pays. Donc du coup, beaucoup de pays ont décidé, après l'entrée en vigueur de l'accord de Paris, parce qu'il fallait qu'un certain nombre d'États ratifient, et dès que ce nombre d'États a ratifié, l'accord de Paris rentre en vigueur. Donc les gens ont dû mettre en place des processus de discussion maintenant, profonds, pour s'assurer que la révision de ces CDN, c'est-à-dire ces contributions déterminées-là, tenait compte effectivement des réalités locales et non plus d'une urgence diplomatique. Et c'est pour ça que ça a pris du temps. Certains pays ont déjà réussi à réviser leurs contributions. Le Bénin, on est dans un processus très avancé de révision. Nous étions à l'atelier de validation de la stratégie au niveau de Grand Popo, il y a quelques semaines de cela, ce qui signifie que tout le monde est dans une dynamique de revoir à la hausse, bien entendu, les engagements que chacun a pris pour pouvoir respecter les 2 degrés. Maintenant, il faut aller vite dans le fossé qu'il y a entre les actions que chacun mène au quotidien et les engagements qu'il est amené à prendre. Alors maintenant, quel espoir pour le climat si déjà les engagements, les accords ou les négociations au plan international sont parfois, traînent parfois. Quel est maintenant l'espoir pour le climat? Puisque d'un point de vue scientifique, le réchauffement s'intensifie
2020 a été encore pointée comme étant l'une des années les plus chaudes de la planète, de l'histoire. Quel est maintenant l'espoir pour l'humanité? Alors, avant d'en arriver à l'espoir, il faut dire que la science ne nous trompe pas. La science a donné un principe. Ils ont dit que si rien n'est fait, la vie serait impossible sur Terre entre 2000, la cinquantaine, 2050, 2100. La vie serait impossible, voire extrêmement difficile. Ça, c'est un principe. Quand aujourd'hui, la mer avance, il suffit d'aller sur le littoral, nous en avons à peu près 120 km au Bénin, nous voyons que la mer avance. Vous allez dans les pays sahéliens et le Bénin a une zone sahélienne, vous voyez l'avancée du désert, vous avez les problèmes périphériques qui vont avec, les problèmes d'eau, les problèmes d'hygiène, les problèmes d'assainissement. Aujourd'hui, c'est vrai, les scientifiques n'ont pas encore fait un lien direct entre le climat et la pandémie actuelle, mais on peut s'aventurer de dire, à défaut d'être la cause, elle est quand même un élément aggravant. L'espoir aujourd'hui, c'est que on n'a plus de portes fermées. Tous les acteurs politiques, économiques, s'investissent sur la question. Ça, c'est quelque chose qui est très important. L'autre espoir, c'est que tout le monde, à tous les niveaux, a compris qu'il doit y mettre du sien. Les citoyens aujourd'hui, comme vous et moi, nous comprenons les enjeux. Nous sommes en train de faire un travail pour que les acteurs au niveau local, c'est-à-dire les mairies, les autorités décentralisées de l'État, comprennent l'importance du jeu et se mettent dans la danse. L'autre espoir que nous avons, c'est que, alors c'est un peu sadique de le dire ainsi, mais ça fait partie de l'espoir. Avant, c'est les pays africains sous-développés qui étaient tout le temps victimes des effets pervers des changements climatiques. Inondation, c'était en Afrique. Ouragan, c'est en Haïti, etc., etc. Aujourd'hui, tout le monde est invité à la même source. Voilà. Que ce soit les pays européens, les États-Unis, n'en parlons pas. De 2015 à aujourd'hui, tous ces pays ont été frappés au point où leurs assurances ont lancé des sonnettes d'alarme. Nous n'avons plus les moyens, d'ici 4 à 5 ans, de payer le désastre écologique chaque année. Les maisons qu'il faut rembourser, les gens disent qu'ils ne peuvent pas. Donc, cette pression des effets pervers des changements climatiques sur tout le monde va faire avancer ces différentes discussions. De toute façon, ça frappe le pauvre comme le riche. Et donc, ensemble, on va se mettre ensemble pour pouvoir faire évoluer cette question-là. Merci à vous, M. Maoussé Rontondi. Avec vous, on est revenu. Maoussé Rontondi, directeur exécutif de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement, activiste et expert sur les questions de protection de l'environnement, mais surtout sur les questions de lutte contre le réchauffement climatique. On est revenu sur le contenu de l'accord de Paris, le bilan, et bien sûr, 5 ans après, les implications et surtout les perspectives.